Quelle place pour l'hybridité dans les guerres d'aujourd'hui? Comment la Russie intensifie ses opérations d'influence pour affaiblir son adversaire? En quoi consiste la stratégie du chaos? Vous écoutez le podcast « L'Ukraine face à la guerre ». Ce podcast est enregistré en Ukraine et par des Ukrainiens. Dans ce podcast, nous racontons comment l'Ukraine continue à vivre et à résister face à l'agression russe. Nous proposons des analyses, mais aussi des témoignages. Nous essayons de vous faire comprendre l'Ukraine, son histoire, sa société et sa culture. Je m'appelle Tetiana Ogarkova. Je suis universitaire et journaliste, responsable du département international à l'Ukraine Crisis Media Center. Avec moi, Christine Dugoin-Clément, chercheuse en géopolitique à la Sorbonne. Christine vient de publier son ouvrage « Géopolitique de l'ingérence russe, la stratégie du chaos », préfacé par Thierry Burkhardt, chef de l'état-major des armées. Bonjour Christine, tout d'abord merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation au podcast L'Ukraine face à la guerre. Vous êtes chercheuse, vous êtes maître de conférence à l'université Paris 1, la Sorbonne, et vous êtes en mission en Ukraine, et vous êtes également l'auteur de ce livre qui vient de sortir il y a 2 mois, Géopolitique et ingérence russe, préfacé d'ailleurs par chef d'état-major des armées Thierry Burkhardt. Alors nous nous retrouvons avec vous au centre de Kiev, à côté de la place Maïdan. Ce n'est pas du tout votre première mission en Ukraine. On vous voit souvent vous déplacer en Ukraine. Et donc, ma première question à vous serait simple. Qu'est-ce que vous a amené à vous intéresser au cas ukrainien? Alors, c'est une question simple et malgré tout un petit peu personnelle, donc je vous prie d'avance de m'en excuser. Donc effectivement, maintenant, ça fait plus de 10 ans que je viens aussi régulièrement que possible en Ukraine. Ça a été un petit peu plus compliqué, 2022-2023, mais je suis ravie d'être ici et je vous remercie de m'accueillir. Si vous voulez, on a une tradition un petit peu familiale chez moi de tout ce qui va être culture de la géopolitique, avec une arrière-grand-mère qui est née en Pologne. Donc, paradoxalement, moi, j'ai été élevée avec Baba Yaga et avec de la Kasha, tout en étant en France et en n'ayant pas, si vous voulez, cette connaissance du pays, en n'y étant jamais allée, mais avec quand même cet intérêt et ce regard que l'on avait tourné vers l'Europe orientale. Et puis, à partir de 2013, un petit peu avant le Maïdan, j'ai commencé à travailler réellement par intérêt, après avoir fait un petit peu comme Monsieur Jourdain faisait de la prose sans vraiment me jeter à l'eau, de faire un vrai pivot sur toute la zone. Et parce que c'est la façon dont je pense que ça se fait le mieux, en tout cas pour moi, c'est la méthode que j'applique, c'est d'essayer de rester régulièrement en contact avec le terrain, de venir rencontrer les gens, d'avoir cet échange-là, et puis de voir ce qui se passe, de prendre de la nature. Je fais partie de cette approche-là de la géopolitique. Et si vous voulez, en venant sur le terrain de manière le plus régulière possible, pas autant que je le voudrais, je vous le confesse. Ça m'a permis d'observer ce qu'on a qualifié comme étant les premières opérations informationnelles, 2013, 2014, etc. J'ai trouvé qu'il y avait quelque chose qui se passait là. J'ai repris un cursus estudiantin à l'université qui m'a amené jusqu'à faire une thèse sur les opérations informationnelles qui visaient spécifiquement les combattants au sens large, c'est-à-dire les volontaires, les militaires, etc., en partant des observations du terrain ukrainien et en me disant, avec une forme de logique, tout du moins je l'espère, que la Russie, on considérait beaucoup, et c'est ce que disait l'OTAN, que l'Ukraine était un espèce de laboratoire à ciel ouvert. Or, quand on fait des expériences dans un laboratoire, serait-il à ciel ouvert, c'est pas juste pour le plaisir. Le but, c'est de regarder ce qui marche pas, d'améliorer pour un déploiement ultérieur. Et donc, je suis partie de ce principe-là et j'ai commencé à travailler avec autant d'assiduité que je le peux sur ce sujet-là. La thèse a été soutenue donc, en 2020. Il y a un ouvrage qui est sorti, qui est une forme de vulgarisation de ces travaux-là. Et puis, l'ouvrage que vous avez gentiment mentionné, qui est sorti en mars dernier, l'idée était de faire un peu une mise à jour, la moins indigeste possible, parce que l'ouvrage peut être un petit peu dense parfois, des évolutions de la stratégie informationnelle russe depuis 2022, avec cette idée de déploiement de stratégie du chaos dans les pays qui sont ciblés, en mettant des petites études de cas pour pas rester uniquement dans le concept, mais dire voilà l'évolution que l'on observe de manière
manière conceptuelle. Et voilà comment est-ce que ça va s'appliquer sur le terrain. Donc des petites études de cas et en Europe et sur le continent africain, où la Russie a été extrêmement active ces dernières années, où elle continue à être active. Et ça a été d'ailleurs toute la délicatesse, c'est que chaque étude de cas pourrait être l'objet d'un ouvrage complet. Donc je présente déjà mes excuses les plus plates si j'ai pas pu être aussi exhaustive que possible, mais je le sais, chaque étude de cas aurait pu vraiment faire un ouvrage entier, mais l'idée était de démontrer, de montrer avec des éléments les plus factuels possibles comment on avait cette conceptualisation et on avait la déclinaison opérationnelle sur le terrain. Voilà, la mise en pratique, on va dire, sur les théâtres de guerre différents. Et il est vrai que dans votre livre, il y a tout un chapitre, voire plus, consacré pas uniquement au théâtre de guerre en Ukraine, mais tout aussi bien en Afrique. Et évidemment, c'est très important de comprendre justement comment ça fonctionne. Quand on approche déjà ce concept de hybridité, c'est-à-dire la guerre hybride, c'est un concept, je me rappelle, on avait commencé à parler beaucoup de cette guerre hybride ici en Ukraine, à l'époque qui a suivi justement l'époque de Maïdan, c'est-à-dire cette première agression russe avec la Crimée annexée, après les combats à Donbass, la création de ces publics soi-disant ou populaires de Donetsk et de Lugansk, on parlait de cette espèce d'hybridité. Est-ce que vous croyez que justement que dans l'histoire de guerre, si on prendra de recul, je ne sais pas, 50 ans plus tard, on verra que c'est maintenant, c'est-à-dire que durant les dernières décennies, que la guerre avait pris ces dimensions informationnelles beaucoup plus importantes qu'avant. Ou au contraire, il s'agit d'un phénomène qui existait depuis toujours dans les guerres, mais qui a pris une forme technologique aujourd'hui. Le simple mot de guerre hybride a été un vrai débat chez les chercheurs pendant très très longtemps avec est-ce qu'on doit parler d'hybridation, ce qui est un mot éminemment biologique ou pas. Et c'est une vraie question parce que essayer d'aller influencer sur les perceptions, notamment de ses adversaires ou de ses ennemis, selon le niveau de gradation et de violence de la conflictualité, c'est un vrai sujet, c'est un vieux sujet qu'on a pu voir appliquer. Alors pendant la Seconde Guerre mondiale, on pourrait parler de fortitude, on pourrait parler de beaucoup d'actions comme ça, voire même avant. Mais ce que la propagande aussi. Bien sûr, on a eu la propagande, on a eu aussi tout ce qui est les mesures actives soviétiques pendant la guerre froide. Donc on a toute une histoire comme ça qui est assez longue et on pourrait même remonter dans des siècles précédents. Ce que l'on voit maintenant, par contre, c'est une montée en puissance de la technologie qui fait qu'on arrive non seulement à produire beaucoup plus vite, à avoir du contenu qui va être moins cher à produire, et ça c'est notamment permis par les développements d'intelligence artificielle. Une IA générative, elle va pouvoir, si vous lui donnez un texte que vous avez précédemment volé, par exemple un article, ce que l'on a beaucoup vu dans Doppelganger, et que vous demandez dans un petit prompt de le réécrire en prenant un ton différent, en mettant des arguments, ça va extrêmement vite et ça coûte votre abonnement. Donc, vous n'avez plus besoin d'aller payer un journaliste ou un rédacteur ou un vrai faux journaliste, peu importe, pour le faire. La diffusion est devenue beaucoup plus facile. Du temps où vous faisiez des contrefaçons de journaux, ça c'est quelque chose qu'on a beaucoup vu pendant la guerre froide, il fallait quand même que vous ayez les gens qui impriment, que vous ayez les gens qui aillent les diffuser, et s'ils se faisaient attraper, vous aviez beaucoup plus de possibilités qu'on remonte jusqu'à l'origine de la stratégie. Tout ça, maintenant, ça a été simplifié, donc on a une contraction du temps. On a un abaissement du coût de fabrication et ce que l'on voit, c'est qu'avec cette facilité, on est passé, on parle beaucoup de guerre cognitive, donc de guerre qui va toucher les cognitions, la pensée de chacun, qui rejoint les opérations psychologiques, les psyops, etc. Là encore, sujet qu'on a beaucoup vu pendant les années 70. Et puis, on a une déclinaison d'outils. Là, moi, ce qui me semble intéressant, c'est que dans cette guerre cognitive, on va essayer de, à la fois, toucher les perceptions dans leur ensemble, si vous voulez, de les tordre, de casser un peu le libre arbitre de chaque individu, d'arriver à savoir soit ce qu'ils vont décider, soit à faire en sorte qu'ils ne décident pas. Une non-décision, c'est tout à fait important. Si vous êtes en train de faire une course avec un sprinter comme Usain Bolt, vous me mettez face à lui, il y a assez peu de suspense sur le résultat. Par contre, si vous voulez vraiment gagner et que vous n'êtes pas capable de courir plus vite, vous allez lui casser les genoux. Et là, c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire empêcher de prendre une décision, c'est casser les genoux d'Usain Bolt si vous voulez gagner un 100 mètres avec lui. C'est absolument pas éthique, on est d'accord, mais c'est ce que l'on peut voir. Donc on a vraiment tout ce travail-là qui va se mettre en place et on travaille sur les cognitions, mais sur la totalité du spectre. L'individu, le groupe, l'approche politique, le volet de management, et on va faire des actions dans le monde numérique, informationnel, et on va les renforcer sur le terrain. On est sur une approche qui est vraiment plus globale
que la simple cognition. Parce qu'on va même essayer parfois de créer une forme de village Potemkin. Je pense, image qui est familière à beaucoup de vos auditeurs. Je pense par exemple à, vous allez créer un événement sur site, une manifestation, ou des tags, par exemple, comme on a pu l'avoir avec les étoiles de David, grâce à des agents jetables. On les attrape, c'est pas très grave. Vous savez à quel moment l'événement arrive, vous savez comment l'amplifier, vous savez quel narratif, quelle histoire longue raconter sur les réseaux pour l'amplifier. Et vous allez avoir des gens dans la rue, des honnêtes hommes et femmes de la rue qui vont vraiment voir ces étoiles et qui vont vous dire non mais ça existe, je les ai vraiment vues. Donc vous arrivez à avoir tout cet ensemble-là qui fait qu'on est sur les cognitions mais sur quelque chose de beaucoup plus encore global et de beaucoup plus ontologique qui permet en plus de jouer sur le déni plausible, prouvez-moi que c'est vrai et jusqu'où, donc qui est quand même quelque chose que la Russie maîtrise très fortement depuis des décennies maintenant, et qui a permis d'épaissir ce qu'on appelait le brouillard de la guerre, ce que les militaires adorent depuis Clausewitz, c'est-à-dire cette espèce de difficulté. Oui, lui, il l'a écrit. Donc, si vous voulez, que serait une conférence militaire sans parler de Clausewitz en Europe il l'a un petit peu épaissi en utilisant cette approche du numérique et la difficulté d'attribuer une action à vraiment la tête du commandement et de la chaîne de commandement. Oui, et quand on parle de toute cette espèce de manipulation, de mensonges qui sont en prolifération, on comprend que vous utilisez d'ailleurs dans votre livre et dans le sous-titre de votre livre le terme qui m'a beaucoup plu, en fait, le chaos. En fait. Le chaos qui serait ici un moyen, un outil à part entière pour justement créer justement cette ambiguïté, cette incertitude dans ce qui se passe. Et donc, on peut dire qu'on est entré déjà, littéralement entré dans ce monde de la post-vérité, c'est-à-dire que dire ce qui est vrai, ce qui est faux, devient de plus en plus difficile. Et exactement cette incertitude dans ce qui est vrai, ce qui est faux, il est utilisé comme un outil en part entière par la Russie pour arriver à son objectif, n'est-ce pas ? Ça pourrait peut-être même encore aller un petit peu plus loin. Si on regarde en coupant très fortement dans les virages, on a eu toute une période où on diffusait beaucoup de fausses informations, des fake news, alors en utilisant des vraies photos décontextualisées, ensuite en utilisant des deepfakes, donc des produits synthétiques qui sont extrêmement réalistes et auxquels on peut croire. Donc on avait essayé de faire croire quelque chose de faux. Ensuite, on a eu, et on le voit encore, quelque chose qui est venu, pas remplacer, mais renforcer en plus, c'est d'aller utiliser du vrai à des fins de désinformation. On va prendre un morceau et on va le couper, on va le mettre en doute, etc. Donc ça, c'est aussi une méthode qui est assez ancienne, mais on l'a fait y compris dans différentes strates. Et je pense par exemple notamment à des groupes de volontaires qui ont pu être attaqués comme ça, où on prenait un élément du matériel qu'ils avaient réellement amené, tout en créant toute une histoire en dessous, en disant « Ah, mais ils ont dû le voler, se faire de l'argent, ils ont détourné, etc. » En partant d'un élément vrai. Donc on va prendre du vrai pour faire du faux. Et puis, ce que l'on voit au-delà de ça, c'est d'arriver à faire en sorte qu'on ne croit plus en rien. C'est-à-dire qu'il y a eu cette période du « on va vous persuader » et l'autre période qui est « ne croyez absolument plus en rien » parce que finalement, vous ne savez pas ce qui sera vrai, ce qui sera faux. Et ça permet quoi ? Ça permet un effet extrêmement pernicieux, c'est que ça permet de dire « voilà, les faits, la vérité, tout ça est surfait. Moi, je vous propose une vision. Est-ce que vous adhérez à la vision que je vous propose ? Parce qu'au moins, la vision, elle est claire, elle est ordonnée, elle est linéaire. Elle est simple. Elle est simple. Je vous propose de l'ordre versus le chaos que vous allez avoir et dans lequel vous ne savez plus que croire. Donc, ça permet d'avoir cet ensemble-là et c'est ce que l'on pourra avoir, y compris sur des visions qui sont diffusées par des décideurs politiques. Et c'est ce que l'on voit dans certains cas où vous aurez ce qu'on appelait de l'historiographie, refaire l'histoire pour qu'elle serve, et où, au-delà de ça, voilà, moi je vous propose une vision. Est-ce que vous adhérez à cette vision ou pas ? Au moins, vous avez une, si vous voulez, c'est un peu comme la personne qui va se noyer, vous avez une planche. Vous avez une vision au milieu de cette espèce de mer où vous ne savez plus que croire, que faire. Où suis-je et dans quel étage est... Ça vous épargne l'effort de penser vous-même, ça vous épargne l'effort de faire des recherches et puis de lire les uns les autres, d'aller sur le terrain, n'est-ce pas ? Et puis de lire des langues étrangères pour voir plus clair dans ce qui se passe. Par exemple, si on parle de l'audience étrangère, de quelqu'un par exemple en France qui s'intéresse à la guerre en Ukraine ou la guerre russe contre l'Ukraine, et tout ceci, ça existe...
Où est-ce que ça existe? Dans les réseaux sociaux, dans d'autres... où est le territoire? Est-ce qu'on peut démarquer le territoire de cette désinformation, manipulation? Parce qu'il n'empêche que des médias traditionnels existent, il n'empêche que des chaînes d'information classiques continuent à exister. Est-ce que selon vous, ils commencent à perdre le combat face à toute cette prolifération de l'ingérence russe et autres aussi? Le territoire sur lequel l'ingérence va pouvoir se déployer n'a cessé de croître. On a beaucoup pensé aux réseaux sociaux parce qu'effectivement, c'est une plateforme de choix. Pourquoi ? Parce que, alors même s'il y a certains efforts qui peuvent être faits en termes de modération par cette plateforme, même si ça reste très largement perfectible, bon, si vous voulez, le principe est... Ce ne sont pas des éditeurs, ce sont des plateformes. Donc, ils ne sont pas responsables de ce qu'ils se disent. Vous avez un marché de l'attention, vous avez le fait de générer un maximum de clics. Et on sait bien qu'avec un contenu qui va être très émotionnel, vous allez avoir plus de gens qui vont cliquer de manière régulière, je suis au regret de vous le dire, qu'avec un article académique, certes palpitant, mais qui peut aussi être un remède pour les insomnies, parce qu'on va vouloir expliquer les choses de façon longue. Je fais ma propre autocritique et celle de mes collègues. Voilà. Bon, on n'est pas adapté, si vous voulez, à ce genre de choses-là. Donc évidemment, c'est une plateforme qui s'y prête. Le développement du numérique, ça a permis aussi d'avoir des blogs, d'avoir des vrais faux blogs, d'avoir des journaux, des contrefaçons, etc. Et puis, ça a permis de faire une énorme caisse de résonance. La confiance dans les médias traditionnels, on sait qu'elle a été mise à mal. Il y avait plusieurs enquêtes qui ont été faites, je pense, dès 2016, donc on est à bientôt 10 ans, 9, qui montraient qu'il y avait une chute dans la confiance dans les médias traditionnels. Et puis alors, il suffisait que les médias, parfois, se fassent piéger en allant un peu trop vite. Et ce temps-là, ça a été le meilleur ennemi des médias. Pourquoi ? Parce que vous vous retrouvez en concurrence avec des plateformes digitales et qu'il y a un besoin économique de rester en vie, donc d'avoir de l'audience, donc une forme de recherche au buzz. Et on a ce temps de contraction n'est pas toujours très compatible avec le temps du travail d'enquête journalistique que l'on va pouvoir avoir. Donc il y a eu toute cette difficulté-là, si vous voulez. Et le deuxième point qui a été de dire que, dans ce moment, cette perte de confiance, que quelqu'un qu'on allait avoir sur les réseaux sociaux, il n'avait aucun intérêt. C'était pas son métier, donc il allait être plus sincère. Grossière erreur, parce qu'on a eu énormément de faux comptes qui ont pu être créés. Et puis pourquoi est-ce que je dis que le champ s'est élargi ? On a là aussi quelque chose qui est ancien, mais qui a connu un forme de renouveau, c'est la création de fausses ONG, de fausses fondations, qui vont diffuser. On en a beaucoup, on en a pu en voir certaines sur le continent africain, qui vont bénéficier d'une forme de coefficient de confiance. Parce que logiquement, ils sont sur le terrain, ils poursuivent des visées humanitaires, si ce n'est humanistes, donc on va leur faire beaucoup plus confiance. C'est des gens qui travaillent pour le bien commun. Et en fait, vous allez vous apercevoir, quand vous creusez un petit peu, faut-il creuser, que c'est une coquille complètement vide qui est simplement un outil qui sert à diffuser de la désinformation. Donc on va avoir ce genre de choses-là. On a eu aussi la saisie de nouvelles opportunités offertes par les technologies. Je pense par exemple aux jeux vidéo qui sont de plus en plus utilisés pour aller diffuser une perception du monde et une forme d'historiographie qui permet de ciseler la vision qu'on a de son environnement et la vision qu'on a du monde. Quand vous allez créer un jeu, type jeu de stratégie, il y en a beaucoup, des jeux de guerre où vous allez partir... C'est le public très jeune qui est visé par les jeux vidéo. On va avoir plusieurs publics. On va avoir du public un petit peu plus âgé, du gamer, comme on dit, un petit peu plus âgé. Là, on va être sur les jeux de stratégie comme cela. Puis je reviendrai après au public plus jeune. Par exemple, si vous voulez, sur ces jeux de stratégie-là, vous allez vous retrouver à un moment de l'histoire. Et normalement, le jeu vous donne l'état reconnu historiquement par les faits du monde à ce moment-là. Et à partir de là... vous jouez un pays ou un autre, vous rentrez dans une dystopie, puisque c'est vous qui jouez. Bon. Là, on va avoir des jeux qui vous changent la réalité factuelle du contexte au moment où vous vous en ressortez. Ça, c'est le premier point. Là, on va être sur des publics un peu plus âgés. Ce que l'on voit aussi, c'est des publics beaucoup plus jeunes. Et là, on va être sur un renforcement de ce que l'on voit notamment sur la sphère, principalement russophone, mais beaucoup pour la Russie, avec l'utilisation de plateformes comme Roblox ou Minecraft, où là, on a des joueurs qui commencent autour de 9 ans et on est sur du 13-15. Donc là, on est vraiment sur du très, très, très jeune, où on va renforcer ces approches-là. On va avoir une utilisation aussi de ce qu'on appelle le e-sport, donc le sport numérique, à
des fins de renforcement de propagande. Par exemple, vous allez avoir des compétitions à Moscou où le jeu, c'est vous refaites Mariupol par les souterrains avec une partie du jeu qui est Zov 22 où vous reprenez cette approche-là. C'est hallucinant en fait, et donc quand voilà, donc c'est une espèce de virtualisation en fait de la réalité, puisque quand on parle à Kiev, on connaît physiquement ce qu'était Mariupol, on comprend que c'est une réalité physique, c'est une tragédie sans nom en fait ce qui se passait dans cette ville, et puis voir ça être joué dans les jeux vidéo, évidemment chez les jeunes, je sais pas de quelle année, les adolescents, ça veut dire que c'est une déréalisation de l'histoire, parce que c'est ça qui fait. Et quand on parle de tout cela, donc il s'agit d'une certaine déréalisation, c'est-à-dire que de disparition de la réalité physique comme la seule réalité possible. C'est-à-dire que effectivement, on s'interroge comment est-ce qu'on peut résister face à la prolifération de ces vecteurs d'action pour s'aimer le chaos, pour changer la réalité. Qu'est-ce que nous, on peut faire face à ce challenge qui est croissant? Parce que hier encore, on a l'impression que c'était hier, on parlait de ces fermes de bots. En fait, des gens pillés, des gens réels qui étaient actifs sur l'Internet, qui devaient laisser les commentaires, elle était pillée aux commentaires. Aujourd'hui, ça n'existe presque plus, je crois, parce que c'était remplacé par l'intelligence artificielle. Donc, on est en pleine révolution. Qu'est-ce qu'on peut faire face à tout ça? Alors, on en a encore des fermes de bots. Et puis, on peut même retrouver d'autres approches avec notamment ce qu'on appelle le pay for click ou pay for share, où finalement, des gens, sachant pas trop pourquoi, vont avoir un petit revenu s'ils partagent un contenu au maximum sur certaines plateformes, etc. Donc ça, c'est le genre de choses que l'on pourra avoir. On a eu d'autres approches en essayant d'utiliser l'identité et la confiance de personnes qui avaient un renom, alors soit en volant leur identité, soit et ça a été le cas par Viadeo par exemple, en leur faisant croire qu'ils vont parler à des fans, en leur faisant lire un texte qu'ils comprennent absolument pas et qui dit absolument pas ce qu'ils pensaient dire. Donc on peut avoir ce genre de falsification complète qui joue. Je pense que un des premiers enjeux, c'est déjà d'être conscient qu'on est dans un affrontement et dans une conflictualité qui ne répond pas aux règles classiques de la conflictualité, c'est-à-dire on ne s'arrête pas forcément à une frontière, on est en dessous du seuil de déclenchement de la violence institutionnelle, à savoir de la guerre, qu'on peut travailler très longtemps et à bas bruit. Donc déjà, le savoir, ça me paraît assez important. Essayer de mettre en place des outils, donc de garder tout ce qui va être le fact-checking, la débunkérisation, par exemple, etc., reste important, même si ce n'est pas forcément suffisant, parce qu'on va toucher les gens qui déjà s'interrogent, qui ne sont pas dans cette approche de « j'ai abandonné, je ne crois plus en rien » et à la limite, une vision me permettra de... Si vous êtes dans ce mouvement-là, il y a peu de chances finalement que le fact-checking vienne vous trouver. Mais tous les gens qui seront trouvés par le fact-checking, c'est déjà important, attention. Mais on peut arriver à une forme de bruit blanc, si vous voulez. On a réussi à annihiler un effet d'une forme de désinformation par cette espèce de forme de lutte. Mais on ne prend pas l'ascendant au-dessus. Le deuxième point, c'est de ne pas croire qu'on doit être qu'en réaction. Quelque chose arrive et puis on va être en réaction. Oui. Et c'est beaucoup ce que l'on voit et c'est difficile puisque sur une opération informationnelle, par nature, vous vous en rendez compte quand elle est là. Donc avoir des outils déjà qui ne soient pas discutables aussi, notamment par le Kremlin, qui ne puissent pas vous accuser d'être un ministère de la vérité ou de la censure, c'est important. Et là, on va avoir des méthodes technologiques. C'est le cas, par exemple, en France, de ce que fait l'agence Viginum, qui, elle, va s'intéresser à des traces de manipulation technique sur les réseaux, une amplification anormale, ce genre de choses. Et là, c'est pas discutable, vous n'êtes pas sur le narratif, où on peut dire oui, mais ça c'est votre vision, etc. On est sur, il y a eu une manipulation technique, marquée. Donc ça peut être une solution. Et puis, au-delà de ça, essayer de garder le temps de la réflexion, ce qui est compliqué, parce qu'on est dans cette contraction que l'on a vue, ce qui demande du temps, ce qui demande de l'effort. Il faut avoir les deux, il faut en avoir la possibilité, la capacité. Ce n'est pas forcément simple. Et puis, il y a une autre question qui se pose. Et en Ukraine, c'est tout à fait patent, puisque la Russie nie l'existence même
de la nation ukrainienne, de ce qu'est l'Ukraine. Et de l'État ukrainien, exactement. De tout ce qui est ukrainien. Vous n'existez pas dans l'approche russe, et c'est ce qu'ils essayent de vendre de manière plus que régulière, j'irais jusqu'à acharnée. Ça pose une question pour les autres États de cet exemple, de se dire, voilà, qu'est-ce que nous sommes ? Quelles sont nos forces ? Quelle est notre propre histoire ? Honnêtement, réellement, qu'est-ce que nous sommes et qu'est-ce qu'à partir de là, nous pouvons projeter par rapport à notre population auquel ils adhèrent. C'est vraiment ce que vous êtes, c'est votre réalité, ça pose cette réelle question-là. Donc on a plusieurs niveaux. Alors évidemment, un travail de transparence, tout ce qui va être de l'éducation aux médias, la media literacy, etc. C'est tout ce qui est l'histoire, important. Tout ce qui est éducation, tout ce qui est culture. Et on est vraiment sur plusieurs pôles et je pense que ça oblige à repenser aussi nos schémas dans la façon dont on travaille. On ne peut plus travailler en silo. Ça n'est pas possible. On est vraiment obligé de travailler en transversalité, en interaction entre les institutions, les sociétés civiles, les chercheurs, les opérationnels. Pour la recherche, et là, de mon côté du lit, si j'ose dire, ça nous force aussi à travailler en transdisciplinaire. On ne peut plus regarder cette question uniquement à l'aune d'une seule discipline. On est obligé de faire ces ponts-là. Et ça nous force à changer nos méthodes de travail. Donc, changer les méthodes de travail, changer les approches de gouvernance, avoir conscience qu'on est sur quelque chose qui est mouvant, qui est très évolutif et qui ne s'arrêtera pas forcément à une frontière. Quand vous parlez de l'Ukraine comme laboratoire en fait, de cette ingérence russe depuis pas mal d'années, depuis 11 ans et ongoing, on dirait qu'il y a une certaine résistance, en tout cas à l'intérieur de l'Ukraine, par rapport à toute espèce d'opération russe. Évidemment, il y a des problèmes, mais on sait que, par exemple, que tout ce qui sera dit, par exemple, aujourd'hui, sur telle ou autre conférence de presse, ça sera un mensonge. On sait que les Russes, souvent, ils mentent comme ils respirent, comme on dit. Et donc, il y a ce scepticisme et ce doute qui est là, mais quand on va plus à l'ouest, on a l'impression que les théories russes, il y a beaucoup plus de risques que les gens adhèrent, il y a beaucoup plus de risques qu'il y a le doute qui est semé, il y a beaucoup de thèses qui vont dans le sens que voilà, on perd la réalité de la chose. Quand on traverse l'Atlantique, on arrive à avoir une thèse qu'on ne sait plus qui avait commencé la guerre, alors que, je veux dire, cette guerre de grande échelle, il y a 3 ans, donc là c'est évident que c'est qui a commencé la guerre, etc. Est-ce que, vous habitez en France, est-ce que vous croyez qu'en France, il y a une partie de la société ou quel groupe social qui serait plus fragile ou moins fragile face à cette ingérence russe que vous décrivez brillamment dans votre livre? L'ingérence russe, elle ne va jamais partir de rien. Elle ne va jamais essayer de partir ex nihilo, from scratch, comme diraient mes enfants. Elle va s'appuyer sur tout ce sur quoi elle pourra capitaliser mécontentement, comme crainte, comme peur, comme anti-Europe, anti-mondialisme, anti-système, anti-quelque chose. Parce que elle va essayer d'augmenter ces polarisations, ces mécontentements. Elle va jouer sur des émotions, beaucoup, de la peur, du dégoût, de l'aspiration, de l'admiration, etc., peu importe. Elle va essayer de recréer des petits groupes comme ça, de les faire grandir, et ensuite elle va les rallier sur quoi ? Sur un anti-global. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce que l'on voit, plus ou moins en filigrane, c'est que la Russie pose en opposition les Occidentaux au sens large, européens, américains, canadiens, etc., comme étant des sociétés chaotiques. Ils ont semé le chaos dans le monde. Décadente. Ils sont décadents, et là, chaotiques, parce que décadents, là, on aura toute l'opposition avec les valeurs dites traditionnelles de la Russie et tout ce qui va être l'ouverture sur différentes communautés européennes. Donc, elle montre tout ça par rapport à l'ordre de la Russie. Alors, l'ordre est à discuter, puisque il fonctionne avec une chape de plomb, avec une bulle informationnelle et avec une vision distordue de la réalité, une vision en miroir. Néanmoins, c'est quelque chose qu'elle va projeter. Et c'est, que voulez-vous ? L'ordre ou le chaos ? Et elle va augmenter tout ce qui paraît comme étant des éléments de chaos. C'est pour ça que je parle vraiment de stratégie du chaos. Et elle le fait d'autant mieux sur les sociétés occidentales que, contrairement à d'autres, nous sommes attachés à une approche démocratique de la multiplicité des points de vue.
Donc c'est très facile. Et du doute aussi, du doute. Et du voilà, doute. Et puis, nous sommes des sociétés très ouvertes. Donc il est plus simple de rentrer dans ces sociétés-là, de souffler sur les braises, de les agiter, et quelque part, d'être sur plusieurs feux à la fois. Il y en aura toujours certains qui prendront. Et quand vous appuyez sur quelque chose qui relève de la croyance populaire, historique, peu importe, d'un mal-être, d'un sentiment de déclassement d'un pays par rapport à un autre qui parfois peut s'appuyer sur des vrais faits plus ou moins récents, de quelques décennies, quelques siècles, peu importe, vous allez avoir cette espèce d'accroche-là. Ce qui veut dire qu'on aura beaucoup plus de facilité quand on aura des mécontentements, des troubles. Or, on est sur des sociétés qui font face à des périodes complexes, à des périodes perturbées, donc à des périodes anxiogènes, ce qui laisse d'autant plus de possibilités. Et puis bien évidemment, d'un point de vue plus idéologique, tous les partis qui vont être sur ces approches anti-système, anti-européens, etc., donc de division, vont être des cibles de choix. Pourquoi ? Parce qu'une Europe unie, solide, c'est une puissance économique, c'est une puissance démographique, c'est une réelle puissance. Si vous la divisez, vous avez beaucoup plus de chances d'arriver à l'affaiblir. Donc tout ce qui va permettre d'avoir des morcellement, des divisions, quels qu'ils soient, on va l'agiter de manière régulière. Ça démontre que c'est très intéressant ce que vous dites sur les sociétés ouvertes et démocratiques qui sont particulièrement fragiles en fait, parce qu'il y a cette tradition de doute, de la réflexion, de mécontentement, anti-système, etc. Mais ça, on arrive à cette vision, en fait, cette image d'une société de monde libre. On n'est pas tellement nombreux dans ce monde libre. Et on est face, pas uniquement évidemment à la Russie aujourd'hui, on est face à plusieurs régimes qui ne sont pas du tout des régimes ouverts, ni démocratiques, ni les régimes qui mettent au centre la vie humaine ou la dignité humaine, etc. Je parle notamment de Corée du Nord, de l'Iran aussi, de la Chine qui est derrière, aussi la Russie. On comprend, voilà, cette fragilité qui est là, mais à la fois, on a ce sentiment en fait du combat existentiel dont dépend notre existence aujourd'hui. En tout cas, en Ukraine, c'est un sentiment extrêmement partagé parce que le combat il est véritablement, littéralement existentiel. Est-ce que selon vous, voilà, dans les endroits, dans les contextes différents où vous parlez en Europe, en France notamment, est-ce que ça commence à percer la compréhension, la prise de conscience que de ce côté existentiel de ce combat et de la fragilité des démocraties, de nos sociétés ouvertes face à toutes ces sociétés manipulatrices et autoritaires et qui menacent littéralement le monde libre? Alors, les sociétés ouvertes sont évidemment des terrains de jeu faciles d'accès. Pour autant, parce qu'on a cette approche du doute, alors c'est la problématique du temps, mais ça nous permet quand même de réagir. Alors certes, pas forcément assez vite, mais on a quand même cette approche-là. Et moi, à titre individuel, je remercie le ciel d'être dans une structure démocratique et aussi ouverte, même si il y a certaines faiblesses, il y a aussi d'autres forces que l'on peut avoir sur le fait que, à essayer d'avoir cette ouverture, ça peut permettre à des idées nouvelles de venir, d'émerger, etc. Il y a une vraie prise de conscience. Je vous renverrai notamment aux déclarations du président de la République française, pays d'où je viens, qui ces derniers temps a été extrêmement clair à parler de menaces. Les mots existentiels, systémiques, etc. ont été posés à la coalition des volontaires, où là on est vraiment sur cette prise de conscience extrêmement forte de plusieurs pays, notamment européens, avec ce pilier notamment des 4 qui sont venus également à Kiev. Donc on a cette prise de conscience qui se fait et qui est le paradigme de pensée. Et peut-être une des failles, c'est que beaucoup des Européens ont voulu imaginer que la Russie s'alignerait sur les modes de pensée et sur, quelque part, les règles du jeu qui étaient définies. Quand je parle de règles du jeu, je pense par exemple au droit international. Or, si la Russie respectait réellement non seulement sa parole, mais les agréments et les différents traités qu'elle a pu signer, on peut penser à la charte de l'ONU, par exemple, l'invasion de 2022 n'aurait pas eu lieu. On a tout ce travail-là. Or, on est respectueux, en règle générale, de ces accords, ou du moins on tend à l'être. Donc,
on essaye de penser, ça, si vous voulez, ça formate notre mode de pensée. Quelque chose qui est aussi, à mon sens, important, c'est la perception que l'on a du fait qu'un pays, quel qu'il soit, un groupe social, une organisation, va risquer de rentrer dans une conflictualité ou pas. Les Occidentaux, on a tendance à faire une comparaison du meilleur de nous-mêmes. En gros, du point le plus fort au point le plus fort. Si j'ai une puissance éminemment supérieure d'un point de vue économique et que l'économie est considérée comme étant un des cœurs battants de mon État, eh bien, si économiquement un pays n'a pas la solidité ou aurait énormément à perdre, dans l'esprit général, parce qu'on est plus puissant, tentera pas une agression, tentera pas un mouvement belliciste. Ça, c'est la vision européenne. Comparaison de point de force à point de force. La Russie, elle n'a pas travaillé comme ça. La Russie, elle a travaillé sur l'addition des faiblesses. Si elle estime que vous avez plus de faiblesses accumulées qu'elle n'en a, alors le jeu pourra se jouer. Alors la conflictualité pourra se tenter. Et comme on a un système qui est extrêmement fermé, qui essaye de s'auto-sécuriser en Russie, que ce soit d'un point de vue politique, que ce soit d'un point de vue informationnel, etc., effectivement, il est linéaire. On a peu de lignes, là où on va être bien plus multiple sur une Union européenne, par exemple sur les Occidentaux. Ben oui, on a une pluralité d'opinions, on a une pluralité de partis d'opposition, etc. Donc on va jouer là-dessus et regarder les approches de faiblesse et les estimations de faiblesse. Avant l'invasion massive, on a eu plusieurs crises. On a eu les crises gazières, on a eu des tensions entre différents pays membres de l'Union européenne pour des questions notamment de législation. On a eu manipulé aussi l'instrumentalisation qui a pu être faite des flux migratoires. On avait le retrait américain de l'Afghanistan. On avait un ensemble de signaux comme ça qui disaient « Ah, il y a des failles, il y a des faiblesses, il y a des difficultés. » Peut tenter. On ne pourra pas. Voilà. Donc là, ils peuvent tenter. C'est très intéressant ce que vous dites sur les faiblesses. Et d'ailleurs, c'est peut-être une des explications pourquoi, aussi longuement, la majorité des Européens étaient convaincus que Poutine n'osera pas l'invasion de grande échelle. Parce que c'était pas... Et d'ailleurs, ici, pareil, il y avait énormément de gens qui ne croyaient pas que Poutine osera l'invasion, puisque tout simplement, ça dépasse une certaine rationalité de ce qu'on appelle, on dit, ce n'est pas dans son intérêt. Et comme par exemple aujourd'hui, on comprend que la Russie actuellement se trouve dans un état malgré tout très difficile côté militaire, avec les pertes qui battent tous les records, aussi économiquement, parce que l'économie de guerre, ça coûte extrêmement cher, et puis c'est pas la meilleure économie pour la Russie actuellement. Et même là, ça serait peut-être intéressant pour la Russie que de s'arrêter, donc de répondre à des appels donc justement parce que vous n'êtes pas sûr, parce que vous comprenez comment ils pensent, mais ça serait, de point de vue rationnel et logique, ça serait peut-être intéressant pour eux que de sortir de leur isolement grâce à cette nouvelle administration américaine, et puis de faire le reset, et puis de sortir avec les moindres pertes. Aujourd'hui, parce que demain, les pertes seront encore plus grandes. Mais ce qu'ils refusent systématiquement de faire, et que ça va, on espère, que ça va les amener jusqu'à la chute définitive, peut-être plus tard, on ne sait pas. La dernière question à vous, Christine. Vous vous déplacez souvent en Ukraine, vous êtes à l'intérieur de ce monde réel, dans ces rues de Kiev. Vous prenez les trains pour arriver, parce qu'il n'y a pas d'avion qui vont de Paris jusqu'à Kiev. Qu'est-ce que vous découvrez en Ukraine en guerre, comme société, comme état d'esprit, comme morale, comme présence humaine? Qu'est-ce que vous découvrez ici quand vous êtes sur le terrain? Vous l'avez dit, pour moi, c'est toujours intéressant de venir, de faire du terrain, de me déplacer, même sur différentes villes, parce que une capitale reste une capitale, reste un centre névralgique. On n'aura pas forcément exactement les mêmes perceptions quand on va dans des villes qui sont un petit peu plus éloignées, d'autant plus quand elles sont dans des zones de tension, voire de guerre. On a encore des approches qui vont être différenciées. Mais ce que l'on voit, c'est quand même un pragmatisme, un énorme pragmatisme, un réalisme qui est prégnant, vraiment. La conscience, vous parliez tout à l'heure d'une conscience existentielle, ça c'est quelque chose qui est extrêmement présent, même si, bien sûr, il y a une fatigue, bien sûr, on aimerait que le conflit s'arrête, même dans des villes qui ne sont pas directement sur la ligne de front. C'est pas forcément un bonheur d'avoir des alertes anti-aériennes, d'entendre les drones passer, de savoir qu'il y a des MiG au-dessus de la tête, par exemple, ce qui n'est pas forcément
ce qui est perçu assez différemment, c'est-à-dire qu'en Occident, on peut avoir une perception qui va être... en Occident, en Europe, et là je parle UE, on peut avoir une perception qui est à la fois... c'est une guerre complètement chaotique que tout le monde est en train de perdre, et parallèlement, oui, mais enfin bon, pour les grandes villes, rien ne bouge, etc., qui cohabitent de manière assez surprenante, parce que assez opposée. Mais il y a cette grande vision de pragmatisme. Il y a une société qui, et ça je pense que c'est important, a fait un choix de société. Et c'est d'ailleurs un des cailloux dans la chaussure du Kremlin, du moins je le pense, c'est que le Kremlin, mine de rien, se pose comme étant un modèle de société, un modèle de système de vie qu'il prône comme étant le meilleur, ou en tout cas comme étant par opposition à celui des Occidentaux, etc., dont on a parlé, plus valable, plus valide, avec, si vous voulez, ce renouveau que l'on peut avoir et qu'on retrouvait déjà dans différentes branches de l'eurasianisme il y a quelque temps. Or, l'Ukraine, qui partage une partie de l'histoire, qui partage une partie de la langue, une partie du pays est russophone, l'autre est ukrainophone, mais c'était un pays qui était traditionnellement à 2 langues, refuse ça. Ce qui est quand même un caillou monstrueux dans la chaussure, c'est-à-dire que j'offre un modèle de société que je dis comme étant valable, comme étant attractif, et là vous préférez quoi ? Payer le prix du sang, et c'est un prix qui est éminemment élevé, il ne faut jamais l'oublier, simplement parce que vous préférez un choix de société, un modèle de société qui est différent. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile, ne serait-ce que dans la rhétorique globale du Kremlin. Et en cela, l'Ukraine est plus qu'un caillou dans la chaussure. On pourrait même parler d'un menhir dans une tongue, si vous voulez, si je continue à faire dans les images. Mais on est vraiment là-dedans. Il y a cette conscience-là, il y a cette aspiration-là, il y a un vrai réalisme avec, par contre, effectivement, un besoin et une attente d'un vrai soutien au niveau de l'Union européenne. Donc, on a des initiatives qui se font jour, mais il y a aussi dans la population, ce qui est tout à fait légitime, une forme d'expectative, d'attendre qu'au-delà des déclarations, qu'allons-nous voir sur le terrain et comment les choses vont se passer. Mais on a ce vrai travail et on a une volonté de vie que je trouve assez formidable. Et puis il y a quelque chose, on en parlait récemment, que je trouve assez joli, si vous me le permettez, et qui est lié directement à la langue ukrainienne. C'est la traduction de la volonté et de la liberté, c'est le même mot. Oui, volonté et liberté. Voilà en ukrainien. Merci beaucoup, Christine, pour votre analyse et pour votre livre que je suis convaincue il va ouvrir les yeux à pas mal de lecteurs en France. Merci beaucoup. C'était le podcast L'Ukraine face à la guerre. N'hésitez pas de partager cette émission. Nous n'allons pas tarder à enregistrer et diffuser d'autres épisodes. Je m'appelle Tetiana Ogarkova. J'étais accompagnée par Christine Dugoin-Clément, chercheuse en géopolitique à la Sorbonne. Christine vient de publier son ouvrage « Géopolitique de l'ingérence russe, la stratégie du chaos ». Restez avec nous et soutenez l'Ukraine.